La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi d'orientation agricole. Ce matin, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles, s'arrêtant à l'amendement 155 à l'article 8. Et donc le 155. Alors, Monsieur Tanguy, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Au nom de l'article 53 sur les communications qui pourraient intéresser notre Assemblée, permettez-moi, Madame la Présidente, d'avoir un mot pour Marie-France Garot. Nous venons d'apprendre la disparition de Marie-France Garot, qui était une figure imminente de la Ve République, qui a participé au débat politique et que les Français connaissent bien. Une femme qui a beaucoup joué aussi pour, évidemment, la reconnaissance de la pertinence du rôle des femmes dans notre nation, une femme qui s'est battue, même si les urnes ne l'ont pas conduit notre Assemblée, qui l'a conduit à défendre la souveraineté française, qu'on partage ou pas, que nous partagions ou pas ses éléments, ses analyses, ses convictions. C'était une femme puissante, une femme dont la force d'âme ne pouvait que susciter l'admiration de tous et dont la force des convictions nous rappelle le rôle, évidemment, et la noblesse de la politique. Donc voilà, je voulais avoir un petit mot pour elle avant que nous reprenions nos travaux. Je vous remercie. Je vous remercie et bien évidemment, nous nous associons aux condoléances présentées à ses proches et à sa famille. Merci. Pour le 155, l'amendement qui nous le présente, c'est M. Echanis qui a la parole. Merci Madame la Présidente. Il s'agit ici d'un amendement de cohérence et de précision avec les engagements pris par le Président de la République sur la mobilisation de fonds publics pour le soutien du partage du foncier agricole. C'était une expression qu'il avait eue en 2022 et malheureusement dans le texte il est écrit que ce déploiement se ferait progressivement. Donc nous appelons à retirer ce terme progressivement pour passer de suite à l'installation, à l'utilisation de fonds publics pour pouvoir créer ces portages fonciers par la main du public. Ça fait écho au débat que nous avons eu avant la suspension de la séance. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement? Merci Madame la Présidente. Monsieur Chaniz, c'est pratiquement rigolo de vous entendre dire parler de cohérence, parce qu'il n'y a plus de cohérence du tout. Si cohérence il doit y avoir, c'est bien d'être capable d'installer des agriculteurs privés nouveaux sur nos territoires grâce à un portage, certes, qui s'appuie comme effet de levier sur le public, mais surtout qui bénéficie, qui peut avoir accès aux fonds privés. Enfin, là, moi, vous parlez de la cohérence par rapport à ce qui s'est dit avant. Ce qui s'est dit avant, c'est quelque chose qui n'est pas tenable de toute façon. Vous m'expliquerez comment vous faites fonctionner le système. Donc la création du fonds entrepreneur du vivant, 400 millions d'euros, dont 100 millions d'euros pour les reprises foncières, abondées à 1 euro pour 1 euro par la Caisse des dépôts, ça a du sens dès lors que derrière, on peut avoir des financements qui s'en servent comme effet de levier, que ce soit Crédit Agricole, Crédit Mutuel, n'importe quelle banque, voire n'importe quel investisseur privé. Là, vous êtes parti vraiment dans une nationalisation totale de notre agriculture. Et je m'y refuse, donc avis totalement défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le député Chaniz. Je profite de cet amendement pour rappeler ce que vous avez voté tout à l'heure. Parce que, nous avions créé un alinéa qui disait, afin de favoriser l'installation de nouveaux exploitants agricoles et l'adaptation des exploitations agricoles au changement climatique, l'État se donne comme objectif, aux côtés des collectivités territoriales volontaires ainsi que d'investisseurs privés, d'accroître progressivement la mobilisation de fonds publics au soutien du portage foncier. Il s'agit du fonds entrepreneur du vivant. Vous avez choisi de retirer le terme avec le soutien du Rassemblement national ainsi que d'investisseurs privés. Le résultat des courses, c'est que nous ne pourrions plus intervenir auprès de la foncière d'Occitanie, puisque je vous rappelle qu'il y a des actionnaires dans la foncière d'Occitanie qui sont des coopératives, des banques et d'autres, que nous ne pourrions donc et nous ne pourrons pas donc intervenir auprès de l'association Terre de Liens, parce qu'il y a des investisseurs privés, que nous ne pourrons pas non plus soutenir le fonds soutenu par la SAFER, qui est le fonds, et que nous soutenons, qui est le fonds. Et là, au fond, vous avez décidé, parce qu'en fait, il y a un petit... Je parlais de réflexe pavlovien, j'ai le regret de dire que je suis obligé de le reprendre. Il y a marqué privé, tac, on raye. En fait, la conséquence, c'est que vous, par votre amendement, vous rendez totalement... Attendez, mais le vote progressivement ne sert plus à rien, c'est ça qu'on est en train de vous dire en termes de cohérence. Parce que de toute façon, vous rendez totalement inopérant, si on suit vos recommandations, mais je ne doute pas que le Sénat va remettre un peu de l'ordre dans les idées, vous rendez totalement inopérant ce fonds. Parce que vous dites jamais aux côtés d'investisseurs privés. Mais tous les fonds de portage
où la totalité, la quasi-totalité, y compris les établissements publics, dedans, c'est aux côtés d'investisseurs privés. Et vous venez de supprimer la possibilité à la présidente Delga, aux SAFER et à leurs différentes structures, à Terre de Liens, d'être aux côtés d'investisseurs privés, puisque c'est ça que vous avez voté. Enfin, il faut prendre un peu les conséquences de ce qu'on a fait, et par ailleurs progressivement par nature, parce que c'est progressivement en fonction des besoins que ça se déroule. Donc c'est un avis défavorable, mais c'est un avis défavorable sur de toute façon, une rédaction, vous avez voté tout à l'heure, qui est devenue totalement inopérante. Et donc, c'est là que votre rapporteur a raison de souligner votre incohérence. Ce n'est pas la peine de faire de grandes leçons sur il faut soutenir les investisseurs qui viennent collecter des fonds publics et des fonds privés, pardon, j'ai dit un gros mot, pour après faire en sorte que ça ne soit pas possible. Je suis sûr que l'association Terre de Liens sera ravie d'entendre ce que vous avez voté. Je vous remercie, Monsieur Echaniz. Alors, Monsieur Potier, vous avez la parole. Oui, je découvre ce qui a été voté tout à l'heure. Je pense que c'était un amendement, je ne vais pas parler à la place des auteurs, c'est un amendement qui appelait à ce que les investisseurs privés ne soient pas prépondérants, notamment sous la forme des fonds spéculatifs. Non mais d'accord, des fonds spéculatifs, etc. Okay. Donc c'est un amendement d'appel pour mettre en garde contre des investissements privés qui n'étaient pas canalisés. On a un amendement un petit peu plus tard qui est de clarification, qui vient du groupe socialiste, qui est porté par d'autres groupes, très largement porté, qui dit que nous devons avoir des fonds privés qui agissent dans l'intérêt général. Pour moi, il y a deux formes qui sont vertueuses. C'est d'une part l'investissement public et d'autre part les fonds qui relèvent de l'économie sociale en termes de recherche de l'intérêt général. Et c'est ceux qui ne relèvent pas de l'intérêt général qui, à mon avis, ont été dénoncés en termes d'intention, même sur le plan logistique. Je comprends les regrets que vous exprimez, que je partage volontiers, Monsieur le Ministre, sur le plan logistique. Mais sur le plan du principe, c'est bien distinguer le bon grain de livret en matière de fonds privés afin que le paysan reste au centre et non pas le monde de la finance. Voilà. Donc c'est une sorte d'aveu sur ça. Quant au fonds annoncé à Terre de Jim en 2022, qui ne soit pas à l'œuvre aujourd'hui, vous admettrez, Monsieur le Ministre, que ce n'est pas une réussite et qu'on peut se dire ensemble qu'il faut accélérer si on veut atteindre nos objectifs. C'est le sens de cet amendement. Merci. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2446, Monsieur Zitzenstuhl n'est pas présent. Le 2522, Monsieur Lecamp. Rédactionnel, Monsieur le Ministre. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vous indique que sur l'amendement 4125 et 3125, je suis saisie par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public qui est annoncée dans notre enceinte. Nous en arrivons au 4208. Madame Pochon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement très court qui vise à garantir que les fonds publics servent l'intérêt général et participent au maintien et au développement des pratiques qui fournissent des externalités positives aux citoyens en les fléchant vers l'agriculture biologique. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Oui, c'est pas la peine de répéter, je l'ai déjà dit plusieurs fois, biologique à toutes les lignes, avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le Ministre. Défavorable. Défavorable. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 2427. Madame Pochon, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Alors je vais défendre l'amendement de ma collègue Lisa Bellouco qui voulait par cet amendement remercier le rapporteur Lecamp de son engagement pour mettre plus d'argent sur la table pour installer les paysans. Mais malheureusement, ces termes sont assez flous, c'est assez peu engageant. Il est juste écrit qu'il va y avoir plus d'argent. Combien? À quelle échéance? Si votre patron vous dit je vais t'augmenter, mais qu'il vous augmente 1 euro à chaque fois, il a tenu promesse et ça n'a pas changé grand-chose. Donc ma collègue propose par cet amendement que cet article ait une vraie portée programmatique en inscrivant un objectif d'1,4 milliard d'euros par an pour le portage du foncier. Je suis tout à fait prête à en débattre du montant et ma collègue également, ainsi que des échéances adaptées. Mais il faut un chiffrage, il faut des dates, sinon cet article est à peine un mirage. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente, Madame Pochon. Flou et mauvaise foi. Je vais le reprendre pour vous parce que vous ne m'écoutez même pas. Vous dites que je suis flou, mais j'essaie d'être précis. Il y a un fonds entrepreneur du vivant, il est précis, il est 400 millions d'euros. Sur 400 millions d'euros, il y a 100 millions d'euros qui sont pour le foncier. Sur 100 millions d'euros, la Caisse des dépôts s'est engagée à mettre 1 euro pour 1 euro. Ça, c'est un départ. On parle de progressivement. C'est une amorce. On sait que le marché, globalement, c'est entre 1 et 2 milliards par an sur 10 ans. Oui, on a besoin de fonds publics. Oui, on a besoin de fonds privés. Il faut être capable de les faire coexister. Ce que vous avez
voter avant ne le permet pas. J'ai vraiment peur, et j'espère, comme l'a dit le ministre, que le Sénat va corriger ce vote totalement irrationnel qui s'est passé juste avant la pause. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Défavorable également. Je vais donc le mettre aux voix avec un double avis défavorable qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. Des amendements qui peuvent être soumis à une discussion commune. Le 4125, qui le présente? Il est défendu. Le 4168, Monsieur Topiac, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Cet amendement vise à rajouter donc une disposition de l'alinéa 5 pour que l'État facilite l'accès au foncier agricole en développant les structures de portage foncier agricole d'intérêt général. Donc, il se caractérise notamment par un portage au caractère non spéculatif, ce qui nous semble répondre aux enjeux que nous avons eus juste avant la pause, orienté vers des systèmes productifs agroécologiques et dont évidemment l'agriculture biologique, et qui fournissent un appui durable aux exploitants agricoles dans le respect de leur autonomie et dont la gestion est désintéressée. Voilà, donc évidemment, cet amendement aussi appelle à ce que les leviers fiscaux et de financement public soient activés, et je pense que c'est un débat qui devrait être complété dans le cadre du débat budgétaire de l'automne. Je vous remercie. Le 1952, qui me le présente. Alors, le 1952, Monsieur Potier, peut-être? Peut-être défendu? Pour qu'on ne passe pas l'après-midi sur ce malentendu autour des investissements privés, cet amendement est bienvenu, parce qu'il apporte la clarification que j'apportais tout à l'heure. Les fonds privés sont bienvenus dans le financement des fonds agricoles. D'ailleurs, c'est le cas des GFA mutuelles, c'est le cas de Terre de Liens, c'est le cas de toutes sortes de formes coopératives de propriété du foncier. Il n'y a aucun problème. Simplement, il relève, comme dans le reste de l'économie, des règlements ESUS en termes de partage de la valeur, en termes de destination des biens respectant les réglementations. Et dans ce cas, qui peut être contre les fonds privés? Sur le territoire, on a 3 initiatives de GFA. Monsieur le ministre, on vous a dit que c'était un malentendu, on ne va pas passer l'après-midi là-dessus. Si on adopte cet amendement, il est évident que les fonds privés sont réhabilités dès lors qu'ils sont encadrés, dès lors qu'ils concourent à l'intérêt général, ils sont bienvenus dans le financement du foncier. C'est le propre du capitalisme familial, populaire, associatif, tel que nous le connaissons sur nos territoires. Donc personne n'est contre ça. Ce qui était visé par l'amendement, c'est évidemment l'arrivée de fonds spéculatifs qui viennent perturber la marche et les règlements propres à la régulation du foncier. Donc en adoptant ce règlement dont l'initiative vient de Terre de Liens, on clarifie la place des financements publics, la place des financements privés, leur bonne articulation par rapport au dessin que nous poursuivons ensemble. Merci. Le 1577, Madame Pochon, vous avez la parole. Oui, effectivement, pour compléter ce que disait mon collègue Potier à l'instant, c'est un amendement qui répond tout à fait à vos craintes, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. C'est un amendement qui a été travaillé avec Acter et Terre de Liens. Vous pouvez là présumer de notre bonne foi, effectivement, dans la défense de ces différents amendements. Là, ça permet effectivement de faciliter l'accès au foncier via le portage foncier agricole d'intérêt général. Le portage foncier est non seulement un levier pour l'installation, mais aussi un appui à la transformation de l'agriculture, mais toutes les formes de portage ne sont pas orientées vers ces objectifs. Le but ici est donc de définir le portage foncier d'intérêt général, une définition qui permettra par la suite que les structures qui y correspondent bénéficient en priorité des aides publiques qui existent, notamment le Fonds Entrepreneurs pour le Vivant. Une structure de portage foncier d'intérêt général répond selon nous aux critères cumulatifs suivants: un portage non spéculatif, une orientation vers des systèmes productifs agroécologiques, un appui durable aux agriculteurs dans le respect de leur autonomie et une gouvernance qui soit désintéressée. Donc il faut faciliter effectivement le portage foncier collectif en le cadrant juridiquement, et c'est tout à fait le sens de cette proposition qui répond à vos craintes. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Je ne vais pas être trop long parce que je veux rester très calme sur le sujet. Ce qu'on a voté handicape beaucoup. On ne revient pas sur ce qu'on a voté. Bon, le ministre reviendra à ma place. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'objectif qu'on poursuit depuis une semaine dans cette salle sur cette loi, et on a fixé ensemble hier positivement des planchers en termes d'exploitants, d'exploitation. On a rajouté le modèle familial. On ne veut pas de concentration. On est pour le portage foncier. Je suis le premier à être pour. Je suis le premier à avoir été voir le patron de la Caisse des dépôts pour en parler. Et tout ça, c'est quand même des choses qui sortent de ce texte. Ensuite, quand on monte tout ça, ça veut dire qu'on veut atteindre une capacité de monter en puissance progressivement du fonds qui nous permette de faire cette transition de génération.
je ne vois pas ce que l'ajout que vous apportez a aucune utilité. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est qu'on soit capable de se dire ensemble, on va travailler pour permettre à cette nouvelle génération de gens bien formés dans le titre 2 de cette loi, pour pouvoir avoir les moyens de faire cette transition de génération titre 3 avec moins de complications titre 4. C'est quand même une loi qui répond à des attentes. J'espère que tout le monde, sur cette base d'attente, sera capable de voter cette loi. Et je suis vraiment très désolé qu'on soit en train de scier une branche sur laquelle on pouvait construire un beau programme de transition de génération. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le député, Madame la Présidente, Monsieur le député Potier, c'est pas une question de malentendu, c'est pas un amendement de malentendu. Si on l'a voté, on l'assume. Vous avez décidé de voter un amendement qui prive la capacité dans les... Ah, alors maintenant vous nous dites qu'il est inutile, en plus d'être un malentendu. Alors il faudrait savoir ce qu'on vote à la fin, Monsieur Potier. Bah, franchement, donc soit vous faites des sous-amendements qui reviennent sur la décision que vous avez faite tout à l'heure, très bien, j'en prendrai acte, ça sera mieux, on aura gagné du temps, bah, volontiers faites-le, ça sera mieux. Parce que là, vous êtes en train de nous parler d'outils que vous avez tués tout à l'heure. Bah si, parce que tous les outils que je viens d'évoquer, le fonds Élan, le fonds de portage foncier de l'Occitanie, les fonds qui sont portés par Terre de Liens, c'est des fonds avec des fonds privés. Alors il faut savoir ce que vous voulez. Et donc moi, j'essaie d'être cohérent, gardez votre cohérence et donc retirez vos amendements, ça sera plus utile. Je vous remercie. Alors, Monsieur Potier. Monsieur le ministre, vous semblez assez jouir de la situation avec le rapporteur d'avoir trouvé un malentendu législatif. Moi, je fais tout à fait amende honorable. On était 3 à ce moment-là. Mes collègues, vous étiez 40, bon voilà, un de nos collègues ont pensé que fonds privés, effectivement, il y avait une alerte sur les fonds privés et que ça méritait une clarification. Ça tombe bien, Monsieur le ministre, l'amendement qui a été voté, peut-être par maladresse ou malentendu, mais j'en fais un amende honorable. Et si on peut le corriger par un sous-amendement, nous le ferons immédiatement, on est prêt à y coopérer. Mais je voudrais vous redire simplement, Monsieur le ministre, arrêtez de dramatiser la situation. En aucun cas, il n'empêche rien du tout, parce que cet amendement est purement, l'article sur lequel il est opposé, est purement déclaratoire. Il n'a aucune portée juridique effective. Donc il n'empêche en aucun cas Terre de Liens, l'Occitanie à continuer à mobiliser des fonds publics et privés. Donc on ne va pas faire, encore une fois, l'après-midi sur ce malentendu, sur quelque chose qui est déclaratoire, qui n'a pas d'effectivité juridique. Par contre, en adoptant cet amendement, qui est proposé par Terre de Liens, il apporte une véritable clarification. Bienvenue aux fonds privés dans l'agriculture, dès lors qui relèvent d'une économie sociale et territoriale. C'est ce que dit cet amendement qui vient justifier le fait que ne cherchez pas à faire du clivage là où il n'y en a pas. Le vrai clivage, c'est entre ceux qui veulent réguler le foncier et les libéraux. L'expression sur les fonds privés, dès lors qu'ils servent l'intérêt général, nous le défendons à travers cet amendement. Je vous remercie, Monsieur de Fournas, et ensuite Monsieur le ministre. Pour conclure, et on passera au vote. Merci, Madame la Présidente. Nous n'allons pas nous excuser de notre vote de tout à l'heure, Monsieur le Ministre, que les choses soient claires. Parce que un alinéa venant d'une majorité qui a cherché, ou en tout cas d'un gouvernement qui a cherché à créer les GFAI, pensez bien que nous soyons désormais vigilants. Le problème, c'est que les investisseurs privés, il y a effectivement la liste dont vous avez parlé, Terre de Liens ou la région Occitanie, mais il y a tout le reste aussi. Et vous voyez bien que cette disposition était suffisamment imprécise pour que nous l'écartions. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Vous avez eu raison de parler, Monsieur de Fournas, Madame la Présidente, parce que ça exclut évidemment aussi les coopératives. Puisqu'il y a des coopératives qui investissent dans la reprise, pardon, si vous connaissez le sujet pourtant. Ben non, c'est pas un problème, c'est bien que les coopératives, vous voulez... Alors, c'est pas les fonds privés, c'est que les fonds publics. Vous êtes en train de vous rapprocher des systèmes de vos voisins NUPES, très bien, j'en prends acte. Mais c'est bien que les coopératives... Monsieur de Fournas, laissez-moi finir une phrase. Ça nous fera du bien à tous. Les fonds, on a besoin de fonds publics, c'est ce qu'on fait au travers du Fonds Entrepreneurs du Vivant. Il y a besoin, et je sais que c'est un gros mot pour certains, manifestement pour vous aussi, de fonds privés. Et c'est ça que vous avez shooté. Voilà, j'en prends acte et on ne va pas passer l'après-midi dessus. C'est pour ça que je propose de gagner du temps. Et donc je donne un avis défavorable. Je vous remercie. Je vais donc mettre aux voix le premier amendement, le 4125. Je vous rappelle, c'est un scrutin public avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Merci de regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos.
Donc, votant 75, exprimé 58, majorité 30 pour 20 contre 38. L'Assemblée n'a pas adopté. Je vais mettre aux voix le 4168 avec un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1952, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 1577, double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement 1951. Monsieur le député, vous avez la parole. Oui, cet amendement présenté par le groupe socialiste apparenté, il a pour objectif de simplifier, homogénéiser et démocratiser la procédure d'obtention des autorisations d'exploiter ou de cession dans le secteur agricole. Cette démarche vise à faciliter l'installation de nouvelles agricultrices et de nouveaux agriculteurs, et la transmission des exploitations agricoles. Le contexte actuel, c'est qu'au niveau départemental, il y a 2 commissions qui jouent un rôle crucial dans la régulation des unités de production agricole, la commission structure de la CDOA et le comité technique de la SAFER. Cette proposition de simplification, elle est de créer une commission qu'on pourrait appeler la commission foncière départementale, qui viserait à simplifier les procédures actuelles en centralisant les décisions dans une seule instance, homogénéiser les pratiques et démocratiser le processus en assurant une représentation équilibrée des différents acteurs du secteur agricole. Cet amendement a été travaillé et le fruit de discussions avec Terre de Liens. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Au guise de me répéter à nouveau, je vous rappelle que cette loi, c'est une loi d'orientation, ce n'est pas une loi foncière. Je suis en plus un peu surpris que vous formulez ici, au regard d'autres propositions que vous portez, sur le renforcement de la régulation du foncier agricole. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Même avis. Monsieur de Fournas. Monsieur le ministre, je crois que vous êtes un peu perdu dans les espèces de rapprochements et de collusions que vous cherchez avec la NUPES. Quand vous dites vous ne voulez pas que les coopératives soient propriétaires du foncier, mais c'est justement pour éviter le kolkhoz, monsieur le ministre, qu'on est contre le fait que la coopérative soit propriétaire du foncier. Ce que nous défendons, mais je le rappelle parce que ça a pas l'air d'être clair dans votre esprit, ce que nous défendons, c'est l'accessibilité du foncier pour les agriculteurs. Et qu'on ne dépossède pas les agriculteurs dans la possession et la propriété de leur exploitation. Alors qu'il faille organiser des systèmes de portage éventuellement, mais il y a les banques pour financer les portages, avec des garanties diverses et variées, pourquoi pas de l'État, pourquoi pas de collectivités locales, ça existe déjà d'ailleurs, monsieur le ministre. On peut améliorer les GFA, on peut faire plein de choses, mais le fait de confier le foncier à des investisseurs qui viennent de je ne sais où pour déposséder les agriculteurs de leur exploitation, c'est inacceptable et nous ne vous suivrons pas dans cette voie, quitte à être traité de tous les noms comme vous savez le faire, mais nous tiendrons bon sur cette position. Je vous remercie. Monsieur Dubois et ensuite monsieur le ministre, vous aurez la parole. Merci Madame la Présidente. Moi je voulais intervenir simplement envers mon collègue Potier. Je pense que Dominique, tu as été sur l'ensemble des barrages lors des derniers événements agricoles. Je pense que toute la profession, même les jeunes, les JA, ceux qui étaient sur les manifs et qui sont encore trop jeunes pour s'installer mais qui veulent s'installer demain, tous ceux qui viennent hors du contexte agricole, il en faudra. On demande tous une simplification administrative. Tout le monde est sur cette simplification administrative. Là, on crée une commission supplémentaire, une autorisation supplémentaire administrative. Enfin, dès le départ, on les met sur une montagne de réglementation administrative qui va décourager tout le monde de franchir ce cheminement montagneux, administratif et réglementaire. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. D'abord, Madame la Présidente, pardon, Monsieur de Fournas, je ne m'avais pas entendu depuis 48 heures et quelques, ou je ne sais plus combien d'heures que nous sommes ensemble lancer des noms d'oiseaux. Enfin, accepter le débat quand même, et le contradictoire. Accepter aussi manifestement de vous être trompé. Parce que je n'ai pas dit que les coopératives devaient être propriétaires du foncier, j'ai dit qu'on voulait qu'il y ait des structures... Il faut relire l'amendement, je vous assure. C'était dans les fonds de portage qu'on permette à du privé d'être dedans. Et vous avez su... Ben oui, mais du privé, c'est des investisseurs privés. Pardon, ne faites pas dans le... Je sais que vous essayez de faire dans la finesse parce que vous avez fait une erreur, mais le fonds de portage, c'est pour faire converger à l'intérieur d'un fonds qui vient porter pour le compte d'un jeune qui s'installe le temps
qui stabilise sa situation, c'est ça, un fonds de portage, des fonds publics et des fonds privés. Donc, cherchons pas de veine polémique. Pour le reste, c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a eu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 3120, qui le défend? Madame la députée, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Cet amendement pour se poser la question du partage des eaux de l'irrigation, parce que en contexte de changement climatique, on va avoir besoin de partager la ressource. Donc je vous invite à le voter. Mais pour reprendre sur le débat qui nous occupe, nous assumons parfaitement le vote que nous avons fait. Et je vous invite vraiment à relire ce que nous avons voté. Nous n'avons pas écarté le privé pour disposer de fonds et ça n'empêche pas du tout Élan d'être mis en place. Nous avons écarté les investisseurs privés du pilotage. Et ça, nous l'assumons totalement. Nous ne souhaitons pas donner de pouvoir supplémentaire aux investisseurs privés pour piloter aux côtés de l'État et des collectivités du partage du foncier agricole. Ici, c'est simplement un amendement qui fixe qui se donne l'objectif d'aller investir des fonds publics pour faire en sorte que le foncier, effectivement, soit correctement redirigé vers des nouveaux et nouvelles installés. Donc nous avons écarté, effectivement, les investisseurs privés de ce pilotage et nous assumons que ceux qui doivent se fixer cet objectif, c'est l'État et les collectivités territoriales. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame Meunier, je ne sais pas si je dois répondre sur votre intervention, qui n'est pas sur l'amendement, ou sur votre amendement. Alors, sur l'intervention, c'est très clair. J'ai dans ma DG dit qu'il fallait massifier le portage, mais un portage, ça demande du privé et du public. Tant que vous n'aurez pas compris ça, on n'y arrivera pas. Sur votre amendement, dont vous n'avez pas beaucoup parlé, oui, alors on est tous d'accord, l'accès à l'eau, c'est crucial dans les années à venir. C'est un grand sujet pour tous les agriculteurs, on le voit chaque jour, et en particulier dans ma région, parce que j'habite à 25 km de Sainte-Soline, donc je pense que vous voyez ce que je peux voir, ce que j'ai vu. Le diagnostic modulaire qu'on propose, en article 9, avec un stress test climatique, il va dans ce sens. Ensuite, le titre 4, il a toute une partie qui est prévue. Mon collègue rapporteur, Pascal Lavergne, sera au banc à ce moment-là. C'est ici qu'il faudra être intégré. Donc le sujet, il est déjà bien présent dans le texte, et la mention que vous proposez n'ajoute absolument rien à sa présence telle qu'elle est prévue. Avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Même avis, je vous remercie. Alors, mes chers collègues, j'ai de nouveau plusieurs prises de parole. Donc, soit on reste sur la formule que je vous ai proposée ce matin, c'est que chacun peut faire 1 minute. Comme ça permet d'élargir le débat. Soit, je suis désolée, mais vu l'allure à laquelle nous allons, ce sera difficile de le mener dans les bonnes conditions. Donc, Monsieur Lavergne, si vous êtes d'accord pour 1 minute, Monsieur Delépinot et Madame Trouvé, si vous pouvez tenir dans les minutes, et Madame Blin également, donc vraiment tenir la minute. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Écoutez, je vais faire en moins d'1 minute, mais pour une fois, je vais dire à Madame Meunier que je suis d'accord avec le début de son propos, parce qu'elle a dit qu'il allait falloir dans les années à venir qu'on se partage l'eau. Effectivement, pour se partager l'eau, il faut effectivement veiller à la stocker au moment où elle tombe, et il faut veiller effectivement à faire un certain nombre de réserves. Vous savez qu'il en est tombé en abondance. Il en est tombé en abondance cet hiver. Merci. Et nous sommes bien heureux d'avoir effectivement un certain nombre de réserves collinaires dans le sud-ouest, et notamment dans ma circonscription sur la vallée du Drô, puisque nous stockons 15 millions de mètres cubes d'eau qui permettent d'irriguer 12 000 hectares de SAU. Donc effectivement, oui, il faut se partager l'eau, l'agriculture en a besoin, il faut la stocker, et loin de détruire de la biodiversité, quand on réalimente des rivières, eh bien en fait on crée de la biodiversité, on la renforce, on renforce la ripisylve tout au long des rivières qu'on réalimente. Je vous remercie. Monsieur Delépinot, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. En fait, cet amendement permet déjà de viser, de cranter la question de l'irrigation. Monsieur le ministre, on a eu l'occasion de se voir en Vaucluse sur la question. Le président Bernard a évoqué son projet HPR, Haute-Provence rhodanienne, pour dire qu'en réalité, le partage de l'eau, c'est avant tout l'investissement dans des infrastructures. Je suis le député du département de Vaucluse.
avec Louis Giraud, un ingénieur qui avait pensé et fait réaliser le canal de Carpentras au XIXe siècle. D'une terre aride, on en a fait le jardin de Provence. Et là, ce n'est pas un partage, ce sont des investissements pour pouvoir amener l'eau là où on en a besoin. Alors je pense à nos amis des Pyrénées-Orientales. Eh bien, j'espère qu'il y aura un grand projet d'adduction d'eau du Rhône vers les Pyrénées-Orientales pour permettre à l'agriculture d'être restaurée. Mais nous connaissons en fait votre vision du partage de l'eau. C'est toujours une vision restrictive, faire en sorte qu'on utilise moins d'eau. Donc revenez sur les investissements, c'est ça l'avenir. Je vous remercie. Madame Trouvé, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais enfoncer le clou sur l'amendement qui vise les investisseurs privés, si vous me le permettez. Nous l'assumons parfaitement. L'ensemble des groupes parlementaires hors de la minorité présidentielle l'a voté et nous ne sommes pas des abrutis, nous avons des appuis juridiques, etc. Nous savons très bien ce que nous avons voté, n'est-ce pas, y compris, collègue Potier, même si vous n'étiez pas là, nous savons parfaitement ce que nous faisons en la matière. En l'occurrence, si vous relisez bien l'amendement, il s'agit tout simplement d'enlever du pilotage, s'il vous plaît, du pilotage de cette affaire de financement, les investisseurs privés. Donc c'est bien l'État et les collectivités territoriales qui développent le financement des fonds de portage, ces fonds de portage pouvant tout à fait associer des fonds privés. Voilà. Alors, Madame Blin, je vous rappelle pour 1 minute, s'il vous plaît. Sur le thème de l'amendement, j'imagine. C'est mieux. Si on peut parler du sujet de l'amendement, c'est mieux. Effectivement, cet amendement est fallacieux parce qu'on connaît précisément votre vision de ce que vous appelez le partage de l'eau. Mais là où je partage, loin s'en faut, et traditionnellement, voilà, vous savez bien qu'on a une vision très opposée, mais il y a quand même un grand oublié dans ce texte d'orientation, c'est effectivement cette gestion de la politique de l'eau et cette mise en œuvre de la politique de l'eau pour nos agriculteurs. Et je déplore, Monsieur le Ministre, que notamment un amendement ait été rendu irrecevable sur notamment la redéfinition des zones humides. Aujourd'hui, ça pose véritablement des questions. Parce que si on peut aujourd'hui consacrer un certain nombre de stockages d'eau, on pourrait le faire aussi en zone humide. Alors, je sais que ça va râler de l'autre côté de l'hémicycle, mais c'est pourtant des propositions pragmatiques en matière de gestion de l'eau. Donc je crois que ça fait aussi partie des sujets, Monsieur le Ministre, qui doivent être abordés si on veut avoir une vision à plus long terme pour nos agriculteurs, parce que ça, aujourd'hui, c'est des vraies demandes que nous avons sur le terrain. Je vous remercie. Monsieur Millienne, également pour 1 minute, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Quel paradoxe quand même que cet amendement que vous déposez quand on sait vos positions sur les retenues d'eau, qu'elles soient collinaires ou autres. Enfin bref, passons. Quant au portage du foncier, quant au fonds de portage, je suis désolé, ce que vous nous proposez en gros, ce que vous proposez au privé, c'est donnez-nous votre pognon, mais surtout regardez pas ce qu'on en fait. Je connais personne qui a investi dans ces conditions. Alors, on va pouvoir passer au vote de l'amendement 3120 qui a reçu un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 3125, qui nous le présente? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis? Défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre? Défavorable. Je vais donc le mettre aux voix. Je vous rappelle, c'est un scrutin public. Merci de regagner vos places. Donc c'est un double avis défavorable. Commission, gouvernement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc votant 86, exprimé 67, majorité de 34, pour 18, contre 49. L'Assemblée n'a pas adopté. Nous en arrivons au 39. L'amendement 39. Madame la Présidente, j'en profite en 10 secondes pour dire à mon collègue Dubois que vous avez mal lu l'amendement qu'on proposait tout à l'heure. C'était un amendement de simplification. La déclaration unique, sans supprimer 4 autres. Voilà, donc on ne s'est pas compris. Moi aussi, je suis pour des vraies simplifications au service d'une vraie politique. Là, cet amendement, il vise simplement, pour les socialistes, à dire que nous ne donnons pas de chèque en blanc pour une réforme fiscale sans en fixer le périmètre et les objectifs. Il n'y a aucune raison que l'État rase gratis sans préciser l'objectif qu'il poursuit. Donc,
moi, je renvoie à notre collègue Éric Girardin, rapporteur général sur ce texte, d'apporter des précisions le moment venu. Mais nous ne voterons pas un chèque en blanc sur une réforme fiscale qui continuerait, comme nous le supputons aujourd'hui, à mettre l'essentiel des moyens fiscaux au bénéfice d'une minorité d'agriculteurs. Je rappelle ici que la surmécanisation a été structurellement encouragée dans notre pays. On est le premier pays en termes de dépenses de mécanisation par une politique fiscale qui n'était pas adaptée. Si jamais c'est pour continuer dans le même sens, nous ne sommes pas partisans de cette politique-là. Donc oui à une révision fiscale, mais hors de question, un peu comme le quantum des peines en commission, hein, on n'a pas voulu donner un chèque en blanc. Là, nous mettons une réserve en supprimant cet alinéa. Merci. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, j'ai fait une intervention juste avant la pause pour expliquer un certain nombre de choses et notamment en reprenant ce que vous dites souvent, c'est-à-dire sur l'excès du démembrement de propriété. J'ai répondu à ce moment-là que s'il y a des démembrements de propriété, il faut se poser la question de savoir pourquoi il y a des démembrements de propriété. Il y a des démembrements de propriété, donc nue propriété usufruit, c'est parce que justement aujourd'hui la fiscalité est justement trop lourde pour ceux qui veulent transmettre et céder. Et que je répète ce que j'ai dit hier dans mon propos qui a été jugé par certains trop long, il n'en demeure pas moins que le point était à faire. La preuve, parce qu'on y revient aujourd'hui, c'est que la fiscalité sur la transmission, elle est particulièrement lourde aujourd'hui pour ceux qui ont à transmettre. Je rappelle que nous avons le 2e taux marginal d'imposition plus élevé d'Europe sur les droits de mutation à titre gratuit, le 4e taux le plus élevé d'Europe en termes de droits de mutation à titre onéreux, que nous avons le 5e taux le plus important sur les plus-values immobilières. Et quand on ajoute à ça que nous sommes l'un des 4 pays d'Europe à disposer d'un impôt sur la fortune immobilière qui s'use uniquement sur le foncier agricole, pardon, mais il y a un moment donné, si on ne s'y met pas, ça va faire effectivement très mal. Donc on a besoin d'assouplir la fiscalité, par exemple d'amener gentiment l'abattement du bail rural à long terme au niveau de ce qu'est aujourd'hui la fiscalité du pacte Dutreil. Et par ailleurs, nous avons besoin d'harmoniser notre fiscalité, quel que soit le mode d'exploitation de l'activité agricole. Et je prendrai donc un exemple qui concerne les plus-values professionnelles. Comme vous le savez, quand on transmet une exploitation familiale agricole, c'est considéré comme une cessation d'activité, donc imposition aux plus-values. Parce que tout simplement, elle tombe sur le régime du patrimoine privé. Par contre, quand on est sous forme sociétaire, eh bien effectivement, il existe des cas d'exonération de plus-value et il y a aussi une possibilité de report d'imposition des plus-values qui, quand le repreneur est encore sur place au bout de 5 ans, les plus-values tombent. Donc c'est ça que nous avons besoin de faire et à un moment donné, si on ne fait pas ça, on n'atteindra pas l'objectif de renouvellement des générations, surtout quand on fixe 400 000 exploitations et 500 000 exploitants comme on s'y est engagé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir installer des nouvelles générations. Et il va falloir à un moment donné fluidifier la transmission. Donc, je suis désolé, je suis défavorable à cet amendement parce que nous avons besoin, effectivement, d'une réforme de la fiscalité en agriculture. On passe déjà. Alors, monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Potier, je ne comprends plus grand-chose en fait. Vous êtes trop connaisseur du sujet agricole, trop connaisseur et rompu à la technique parlementaire et un certain nombre de choses pour poser un amendement comme ça. Tout le monde s'évertue à dire qu'on a besoin de faire évoluer la fiscalité. Votre amendement vise à supprimer un alinéa qui dit « afin de garantir le... » Je le lis parce qu'il faut quand même que tout le monde soit éclairé, parce que je ne voudrais pas que vous votiez un amendement sur un malentendu. Afin de garantir le renouvellement des générations, afin de garantir le renouvellement des exploitations agricoles et de pérenniser un modèle d'exploitation agricole, l'État se donne comme objectif de mener, en vue de son application dès 2025, une réforme de la fiscalité applicable à la transmission des biens agricoles, notamment du foncier agricole. Il veille notamment à conditionner les régimes spéciaux et d'exonération à des engagements de conservation de biens transmis de longue durée. Alors ne me dites pas qu'il n'y a pas de cadre et ne me dites pas qu'il n'y a pas un objectif. Deuxième élément, vous connaissez parfaitement le Parlement, s'il y a une réforme fiscale, ça va passer devant le Parlement. Ça s'appelle le PLF. Donc, en fait, en supprimant... Non, mais ça veut dire simplement que vous ne voulez pas de réforme fiscale.
Mais acceptez-le et dites-le. Mais ça sera plus simple, mais sinon c'est défavorable. Je vous remercie. Alors, Monsieur De Fournas, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Peut-être d'abord rappeler à notre collègue Potier que baisser la fiscalité, c'est pas faire un chèque. Hein. C'est toujours la logique socialiste qui prend les choses dans le mauvais sens. Nous sommes dans un pays qui est l'un des plus fiscalisés au monde. Et quand on soulage les Français de la fiscalité, on ne leur fait pas un chèque, on les épargne. On les épargne d'une fiscalité qui est devenue impossible. Monsieur Potier, je ne sais pas si votre volonté, c'est de dénoncer le fait que ce ne soit pas assez cadré dans le texte, ce que nous pourrions partager, ou c'est de combattre par principe un allègement fiscal sur les transmissions. Mais je voudrais vous dire, Monsieur Potier, que ce que vous avez avancé comme argument en disant qu'on allait permettre la concentration des exploitations, c'est justement l'effet inverse dans certains territoires qui risque de se passer. Je vous prends l'exemple dans ma circonscription des coopérateurs de Pauillac qui vendent vous aimez bien les coopératives, qui vendent leurs bouteilles de vin à 15 €, mais dont l'hectare de vigne coûte aujourd'hui entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Si on n'est pas capable d'alléger la fiscalité ou voire même de supprimer la fiscalité sur ces hectares, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont les revendre à d'autres grands châteaux autour qui ont les moyens largement de racheter ces terres parce qu'ils vendent la bouteille du même vin à 1 000 €. Et donc on aurait eu l'effet inverse de ce que vous voulez. Donc il est plus qu'urgent qu'on supprime la fiscalité sur les transmissions agricoles avec la condition effectivement qu'on maintienne l'outil et qu'on ne le revende pas au bout de 3 ans. Nous serons évidemment d'accord sur ce principe, mais votre amendement va produire l'effet inverse de ce que vous voulez faire. Je vous remercie. Monsieur Potier, vous avez la parole. L'amendement ne dit pas qu'on ne fait pas de réforme fiscale. On dit qu'on ne fait pas de chèque en blanc sur le niveau de précision, d'imprécision qui a été apporté par le rapporteur malgré son long développement en début de séance sur cet article. Et je voudrais dire simplement que moi j'ai deux alertes de bonne foi. La première, c'est Bruno Le Maire qui, en janvier, alors même que les paysans de l'Ariège sont en train de dire qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ont un problème de revenus, qu'ils sont parmi les plus pauvres de France, c'est la même semaine. Bruno Le Maire, qui est à la Saint-Vincent en Champagne, je ne sais plus dans quelle ville, près de Reims, fait la déclaration suivante: j'ai entendu les malheurs du monde, après avoir discuté avec les viticulteurs champenois, et je pense qu'il faut alléger la fiscalité de la transmission du patrimoine. Là, on est typiquement dans le cadre de l'IFI, et c'est terrifiant par rapport à la justice sociale que nous aimerions mettre en œuvre. Moi, je crois profondément que la fiscalité, et puis en plus cet amendement sur la fiscalité, il vient de quelqu'un qui a fait une proposition que nous avons rejetée en commission, qui portait sur la défiscalisation de fonds spéculatifs à travers l'instrument des GFA. Donc je dis très clairement que nous sommes favorables à une fiscalité mesurée qui permette aux exploitations de taille moyenne de transmettre leurs biens dans la durée de façon allégée afin de favoriser le renouvellement des générations. Mais tout argent public doit être évalué. Je m'interroge par exemple, Monsieur le Ministre, entre des mesures de défiscalisation aveugles, quel que soit le niveau du patrimoine, et par ailleurs un renforcement des dotations de jeunes agriculteurs. Sur le plan budgétaire, on aurait peut-être beaucoup plus de fiscalité, d'efficacité, d'effectivité de l'argent public à accompagner financièrement l'installation des jeunes agriculteurs sur des exploitations à taille humaine plutôt que de défiscaliser des domaines ou des holdings. Je vous remercie. Alors, si vous pouvez, je prends la prise de parole, mais si vous voulez faire une prise de parole brève, et ensuite le rapporteur général souhaite aussi intervenir. Je serai très bref. Je voudrais juste rappeler que le sujet de la transmission des terres et du foncier, notamment du foncier agricole, ce n'est pas d'abord et uniquement un sujet de fiscalité. C'est un sujet de prix. Quand j'entends le collègue De Fournas se dire il faut alléger la fiscalité parce qu'il y a des terres à 2 millions. Quand on est arrivé à des montants comme ça à l'hectare, le sujet, c'est plus la fiscalité. En fait, vous adhérez à l'idée de laisser aligner sur le marché mondial. Voilà, vous êtes démasqués. Le vrai sujet, c'est qu'il faut réglementer le prix du foncier. C'est pour ça que les SAFER ont été créés. C'est ça qui permettait qu'il y ait encore des paysans en France. Non, on rame pas du tout. Vous racontez n'importe quoi, vous êtes démasqués. La vérité, c'est que si on laisse croire qu'on peut renouveler les générations d'agriculteurs en laissant, et notamment de l'agriculture familiale, en laissant des prix de la terre à des prix pareils, c'est de la poudre aux yeux. C'est mécaniquement les grands groupes qui achèteront. Il ne peut pas en être autrement. Voilà. Et vos coopératives, elles ne feront pas autrement. Merci, monsieur le rapporteur général, pour une courte intervention, si je puis me permettre également. Merci Madame la Présidente. Je vais répondre à Dominique Potier.
Quand le ministre Le Maire s'est exprimé, et je sais de quoi je parle parce que j'y étais, il n'a pas du tout fait allusion à l'IFI, pas du tout. Il a juste pris 2 éléments. Un, assouplissement de la fiscalité sur le bail rural à long terme, c'est-à-dire tout simplement rehausser l'abattement. Et 2, déplafonner les seuils de plus-value. Oui, mais c'est dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui consiste à dire qu'il faut qu'on harmonise le schéma des plus-values professionnelles, quelle que soit la forme d'exercice de l'activité agricole, c'est-à-dire individuelle ou sociétaire. C'est ça qu'il a dit. Voilà. Je vous remercie. On va pouvoir passer au vote. C'est un double avis défavorable commission-gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Nous en arrivons à l'amendement 2542. Madame Blanc.